Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Comment comprendre l'insécurité dans l'est de la RDC où sévit le mouvement M23? Je reçois pour en parler Patrick Mbeko. Il est spécialiste des Grands Lacs, auteur de plusieurs livres. Il est notre invité. Patrick Mbeko, bienvenue et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai en main, Stratégie du chaos et du mensonge, poker, menteur en Afrique des Grands Lacs, publié aux éditions L'Érablière. Comment comprendre qu'on n'arrive pas à juguler le mouvement M23? En fait, il faut comprendre que le M23 est l'émanation de plusieurs autres groupes armés ou groupes dits rebelles qui ont ciblé l'est de la RDC depuis 1996, l'année de la première invasion du Zaïre, maintenant la République démocratique du Congo, par le Rwanda et l'Ouganda. Le M23 est une création totalement rwandaise qui, dans le Rwanda, se sert en fait pour atteindre l'inavouable dessein en Afrique des Grands Lacs, en l'est de la RDC, pardon. Et du côté congolais, on a eu du mal, on a encore du mal à juguler la menace que constitue le M23, simplement parce qu'on a toujours fait une mauvaise lecture des événements. Et au-delà de cet aspect des choses, il y a aussi le fait que l'armée congolaise est phagocytée, infiltrée par le même Rwanda qui a créé le M23 pour déstabiliser. Il y a dans l'armée de votre pays des officiers rwandais. Exactement, des officiers qui sont issus de l'armée patriotique rwandaise pour certains, ou qui sont totalement des Rwandais qui ont été injectés dans l'armée congolaise. Avec la rébellion de Kabila Père. Ça a commencé avec la rébellion de Kabila Père. Par la suite, il y a eu la deuxième rébellion entre guillemets de 98, donc après la Deuxième Guerre. Par la suite, il y a eu le CNDP qui est l'ancêtre de l'actuel M23. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers les accords de paix qui ont été signés entre les belligérants en 2003, il y a eu le processus de brassage, par la suite de mixage. Donc ça a fait que les groupes rebelles qui avaient été créés ou des émanations des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, surtout le Rwanda, on peut injecter des éléments au sein de l'armée congolaise pour créer ce qu'on a appelé une armée d'unité, une armée nationale en réalité, donc dans le cadre du processus de paix. Donc tout ça permet de comprendre pourquoi l'armée congolaise a été infiltrée et phagocytée de l'intérieur par le Rwanda. Stratégie du chaos et du mensonge, qui ment à qui? Mais c'est tout le monde qui ment, parce que dans notre livre Stratégie du chaos et du mensonge, nous expliquons d'abord les enjeux géopolitiques derrière le conflit qui endeuille l'est de la RDC depuis 1996. Parmi les acteurs, il y a d'abord les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda et dans une certaine mesure le Burundi. Mais il y a aussi certaines grandes puissances qui ont soutenu ces pays-là à travers les guerres successives qui se sont déroulées à l'est de la RDC pour mettre la main sur les ressources naturelles de la RDC. Alors, à propos des grandes puissances, vous posez une question dans votre livre. Qu'est-ce qui justifie l'appui inconditionnel de l'Occident au régime de Kigali? Et vous répondez, la clé de compréhension réside dans la place de choix qu'occupe le Rwanda de Paul Kagame dans le dispositif stratégique des puissances qui le parrainent dans la région des Grands Lacs. Exactement. Mais parce qu'il faut comprendre qu'en 1996, quand les États-Unis décident de se débarrasser de Mobutu, ils se servent de Rwanda et aussi de l'Ouganda. À l'époque, c'est l'Ouganda qui est le maître d'œuvre et Kagame, qui vient d'arriver au pouvoir 2 ans auparavant, sert de soutien. Mais par la suite, Kagame va devenir en fait l'homme orchestre des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans la région. Et donc, à partir de ce moment-là, le Rwandais devenait un élément du dispositif dans la région des Grands Lacs. Pas seulement par rapport à ce qui se passe en RDC, mais aussi par rapport à ce qui se passe au Soudan. Parce qu'il faut rappeler qu'au moment où on déstabilise la RDC, le Soudan... Mais quel rôle joue-t-il Paul Kagame? Mais c'est un peu une sorte de sous-traitant des puissances occidentales. Je veux vous citer un homme qui s'appelle Howard French. Howard French est un universitaire américain qui avait couvert la guerre des Grands Lacs dans les années 90. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi l'armée rwandaise et ougandaise, pourquoi les armées rwandaises et ougandaises sont essentielles pour les États-Unis? Parce qu'ils peuvent faire des choses que nous ne voulons pas faire. Leurs hommes peuvent être déployés dans des régions et mourir pour les nôtres, pour nos intérêts américains. Donc il est essentiel d'agir par procuration. À l'époque, il faut rappeler que lorsque le Rwanda attaque, en arrière-scène, il y a les États-Unis. Quand la Deuxième Guerre du Congo commence, les troupes rwandaises vont mener une opération aéroportée dans la ville vers Banana et tout ça. Et les troupes rwandaises les troupes rwandaises seront encerclées par les troupes angolaises et zimbabwéennes qui vont venir à la rescousse de Laurent Désiré Kabila. Et vous savez ce qui va se passer? Les États-Unis vont intervenir, vont demander
au Zimbabwe et à l'Angola de laisser un sauf-conduit aux troupes rwandaises. Et c'est comme ça que les troupes rwandaises sont sorties de la RDC pour continuer la déstabilisation du pays à travers la partie Est. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce rapport au Rwanda est en train de changer. Mais pendant très longtemps, le Rwanda est particulièrement... Parce qu'il n'est pas particulièrement docile vis-à-vis de l'Occident. Non, mais moi je pense que Kagame est un bon metteur en scène. Il se montre parfois pour amuser une certaine opinion africaine, une certaine jeunesse africaine. Il se montre rude, comme disent les anglophones, à l'égard de l'Occident, mais en réalité, il est dépendant de l'Occident. 40% du budget rwandais provient encore de l'Occident, il faut quand même le rappeler. Et que sans l'Occident, le Rwanda n'est rien du tout. L'image qu'on a du Rwanda à l'étranger dépend en grande partie de la communication qui en est faite dans les médias occidentaux, et particulièrement les médias anglo-saxons. Et dans le New York Times, je crois, il y a 2 ans, Kagame est défini comme et qualifié de l'homme orchestre des grandes démocraties occidentales en Afrique. Donc ça donne une idée. Dans quelle mesure et sous quelle forme soutient-il le M23? Si tant et qui soutient le M23? C'est un soutien armé qui est décisif. C'est pratiquement toute la structure de l'armée rwandaise qui est engagée dans le soutien M23. D'abord, il y a les forces spéciales. Avec autant d'armement? Oui, et c'est d'ailleurs le dernier rapport de l'ONU qui l'explique. Tout ça est coordonné par James Kabarebe. James Kabarebe, il vient d'être nommé... Le ministre... Il vient d'être nommé tout récemment pour s'occuper de la région des Grands Lacs, mais il avait été envoyé à la retraite pendant quelques jours pour être nommé par la suite à la tête d'une structure qui s'occupe de la politique du Rwanda à l'égard des Grands Lacs. Mais pendant longtemps, le même James Kabarebe a été aussi chef d'état-major de l'armée congolaise, parce qu'on parlait d'infiltration. Pendant la première guerre de Laurent Désiré Kabila, c'est James Kabarebe qui va devenir le chef d'état-major de l'armée congolaise. Alors rwandais. Alors rwandais. Et quand la deuxième guerre commence, il est chef d'état-major de l'armée rwandaise qui attaque la RDC. Donc vous comprenez dans quelle configuration se trouve la RDC par rapport à cette question. On s'en sortira jamais. On s'en sortira, c'est une certaine vision à la tête de l'État congolais. Le problème, c'est que depuis tout ce temps, on a fait un mauvais diagnostic de la situation sécuritaire à l'Est. Les accords de paix ont été signés sur de mauvaises bases, sur des mauvaises prémices. Pourquoi? Parce que le Congo était agressé en 96, en 98. Les personnes qui se sont retrouvées autour de la table des négociations étaient des sous-traitants des pays agresseurs. Ce sont ces personnes qui ont été légitimées par les hommes politiques congolais qui avaient le regard fixé sur leurs intérêts personnels et non sur les intérêts de l'État et de la nation congolaise. Par conséquent, ces gens sont devenus des acteurs importants de la vie politique congolaise. Ils ont réussi à injecter leurs hommes au sein de l'armée et aujourd'hui, on a encore les conséquences qui perdurent. Et preuve que le processus de paix était biaisé. Jusqu'à ce jour, la paix n'est jamais véritablement revenue. Pour une raison très simple, c'est que, et ça beaucoup d'hommes politiques congolais et universitaires congolais l'ignorent, c'est que les accords de paix, les discussions, le processus de paix n'avait pas été mis en place pour ramener la paix. Ils avaient été mis en place, ils avaient été orchestrés par les pays agresseurs pour se débarrasser de Laurent Désiré Kabila. Une fois qu'on l'a fait, Joseph est arrivé au pouvoir avec l'assentiment des Occidentaux qui combattaient Laurent Désiré Kabila, donc son père. On a mis en place ce processus électoral pour en fait asseoir un système de prédation dont Joseph Kabila était en quelque sorte le représentant, jusqu'à ce qu'il signe un contrat avec les Chinois, ce qui va déplaire à l'Occident. Donc vous comprenez pourquoi le Rwanda n'a jamais cessé de déstabiliser le Congo avec une forme de complicité tacite de l'Occident. Le président Félix Tshisekedi met en œuvre, entreprend la reconstitution, la réforme de l'armée congolaise qu'il étoffe de 30 000 hommes. Vous pensez qu'une fois l'objectif atteint, c'est-à-dire la formation, cette armée sera à même de faire face au... Mais je ne pense pas. Et c'est quel genre de formation? En RDC, on assiste aujourd'hui à quoi? À la tribalisation de l'armée. Les personnes qui sont aujourd'hui recrutées par Félix Tshisekedi, ce sont les gens de sa tribu. Et ça, c'est le mal qui ronge la plupart de nos États africains. Ça, c'est la première chose. Et cela crée beaucoup de frustration au sein de l'armée parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec des officiers supérieurs de l'armée qui voient ça d'un très mauvais œil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'armée congolaise, c'est quand même 130 000 hommes. En face, vous avez le M23 qui ne fait même pas 5 000 hommes. On peut régler la question des infiltrations facilement. Ça prend de la volonté politique. Or, comment voulez-vous régler ce problème-là quand, d'une certaine manière, ça fait l'affaire de tout le monde, y compris de certains politiciens? Je rappelle que si le M23 est revenu à l'avant-scène aujourd'hui, c'est parce que Félix Tshisekedi avait fait appel à certains de ses leaders. Il y a eu des négociations, des discussions à Kinshasa pendant 14 mois. C'est à la suite
de ces discussions-là qu'on apprendra que ces gens-là devraient en fait intégrer l'armée congolaise et constituer une sorte de bataillon au service ou sous le commandement de Félix Tshisekedi. Donc je crois que du côté congolais, on doit avoir le courage de reconnaître qu'on s'est trompé et il faut surtout une lecture lucide des enjeux qui se déroulent dans la région et particulièrement dans le Kivu. 20 décembre 2023, il y aura lieu la présidentielle dans votre pays. On l'espère. Félix Tshisekedi pourra rempiler. Ce sera difficile. Ce sera difficile parce que le bilan est quand même assez calamiteux et il a dit lui-même que si, sur le plan sécuritaire, la sécurité ne revient pas dans la région du Kivu, il dira lui-même qu'il a échoué. Donc la sécurité n'est pas revenue. Et sur le plan sociopolitique et économique aussi, nous assistons quand même à une grave crise au niveau du pays. Le rapport de force ne plaide pas, sur le plan politique, ne plaide pas en faveur de M. Tshisekedi, mais plutôt de l'opposition. Encore faut-il que cette opposition sache s'organiser. Parce que si elle n'arrive pas à s'organiser, Félix Tshisekedi pourra quand même tirer son épingle du jeu. Patrick Mbeko, vous êtes spécialiste des Grands Lacs, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Merci d'avoir été notre invité. Au plaisir.